Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième séquence de notre cycle de webconférences sur les compétences et la transition écologique. Comme nous l'avons vu lors de la précédente séance introductive qui s'est tenue ici même il y a 2 semaines et qui est disponible en replay sur notre site, pour réussir la transition écologique, il nous faut absolument parvenir à anticiper les changements à venir. Ces changements vont être importants en termes d'activité, de métier, et donc par conséquent en termes de compétences attendues et de besoins de formation. En effet, de nouveaux métiers spécifiques à la transition écologique se développent et nécessitent de nouvelles compétences. Mais surtout, des métiers déjà existants requièrent une évolution de compétences. Pour accompagner ces transformations, il nous faut au préalable répondre à un besoin de données rares sur les évolutions des métiers, des compétences et de la formation en lien avec la transition écologique. C'est d'ailleurs une question majeure dans le cadre du plan de relance, et c'est aujourd'hui tout l'enjeu de cette webconférence. On va essayer, dans l'heure et demie qui arrive, de vous offrir un éclairage sur les méthodes et les outils qui existent pour observer et anticiper l'évolution des métiers et des compétences en lien avec la transition écologique. Pour ce faire, on a souhaité inviter autour de la table des acteurs différents, d'institutions diverses, pour vous apporter une multitude de témoignages sur comment les institutions peuvent mettre en place des outils pour observer ces évolutions. Donc on va essayer de savoir, par exemple, quelle est la perception des dirigeants et des RH d'entreprises sur l'impact de la transition écologique, sur les compétences attendues et les besoins de recrutement en entreprise. Ce sera le cas avec l'enquête complémentaire de BMO, portée par Pôle emploi, et une étude de l'APEC. On va aussi essayer de mettre en valeur différentes démarches d'analyse et de prospective de compétences, avec une démarche d'EDEC sur la filière électrique, portée par le PIC, ainsi que différentes approches d'observation, portées par l'Observatoire du CNFPT. Enfin, on va essayer d'analyser comment l'évolution des compétences liées à la transition écologique peut être retranscrite dans les offres de formation et les demandes de formation des entreprises, notamment celles qui sont adhérentes à Uniformation. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Lagrange et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne webconférence. Merci Colline Bouvard, bonjour à toutes et tous. Vous avez la possibilité de poster vos commentaires et vos questions tout au long de ce webinaire en haut à droite de votre écran, Ask Your Question. Et nous nous efforcerons de les relayer, d'en relayer le maximum jusqu'à 16h. On va démarrer cette webconférence par un focus sur une étude inédite de Pôle emploi, d'une ampleur inédite et dont les résultats vont être dévoilés aujourd'hui. C'est une étude qui fait un focus sur les compétences en matière de transition écologique. Alors Frédéric Lenné de Pôle emploi est avec nous pour en parler. Frédéric Lenné, bonjour. Bonjour. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Alors, je travaille à Pôle emploi, à la direction des statistiques, études, évaluation. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, on produit des données et des analyses et aussi des évaluations des dispositifs mis en place par Pôle emploi. Alors, l'enquête BMO a été citée tout à l'heure, besoin de main-d'œuvre. C'est une enquête annuelle qui fait référence et vous y avez ajouté pour l'année 2020 un module complémentaire sur les compétences liées à la transition écologique. Alors, dites-nous peut-être quelques mots sur cette étude besoin de main-d'œuvre, sur son échantillon et sur la manière dont vous avez, cette année, spécifié, ajouté cette spécificité. Oui. Alors, chaque année, en fait, on a une enquête principale qu'on appelle BMO principale,
qui porte sur les projets de recrutement. Et on a une enquête complémentaire qu'on appelle enquête complémentaire besoin en main-d'œuvre et qui va poser des questions plus précises sur les projets de recrutement passés ou à venir, mais surtout aussi sur les difficultés de recrutement, la nature de ces difficultés et aussi sur les pratiques de recrutement des entreprises. Dans ces pratiques de recrutement, il y a les canaux de recrutement, mais aussi les besoins en compétences des entreprises, une dimension qui est importante après en termes opérationnels pour Pôle emploi. Voilà. Chaque année, il y a un volet un petit peu différent. Ça peut être la transition numérique. On a posé des questions sur les compétences comportementales, une autre fois sur les compétences de base, comme la littératie ou la numératie. Et cette année, en fait, elle a eu lieu l'année dernière, mais en fin d'année dernière, c'était le thème de la transition écologique. Et alors c'est assez nouveau parce qu'il y a 10 ans, vous aviez mené un certain nombre d'enquêtes auprès des demandeurs d'emploi sur les métiers verts et verdissants, auprès des employeurs également, une enquête sur le bâtiment et le secteur de la logistique, mais ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait rien eu de spécifique sur la transition écologique, avec cette fois donc, ce module complémentaire sur un échantillon donc, de 15 000 établissements. 15 000 établissements. Voilà, effectivement, c'est quand même une grande enquête en termes de taille, de nombre d'établissements interrogés. Alors, elle a été réalisée en appui avec le Commissariat général au développement durable, qui nous a beaucoup aidés pour construire les questions par rapport à ça. Et bien entendu, pas fait toute seule, elle a été faite avec ma collègue Muriel Mathus, qui est une des spécialistes des métiers verts et verdissants à Pôle emploi. L'enquête BMO, donc, vous avez livré les résultats en mars 2020, mais les résultats sur la transition écologique, sur ces compétences-là, vous nous en dévoilez les premiers résultats, on va dire aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Et la publication aura lieu un peu plus tard. Alors, par rapport au thème de cette enquête, il y avait bien entendu connaître l'opinion des employeurs par rapport à l'impact de la transition écologique sur les compétences. Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences, voilà, sur les nouveaux métiers, bien entendu, et sur les méthodes de travail. Donc voilà, des questions un peu générales. Après, on avait des questions sur l'impact sur les critères de recrutement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce que, Pôle emploi dit à un moment donné, les entreprises recrutent, et donc il est important de savoir si les aspects de compétences liées vertes jouent dans les critères de recrutement. Et le troisième point, c'était les compétences demandées ou anticipées par les employeurs. Que ces compétences soient transverses, est-ce que les compétences vertes sont transverses ou bien spécifiques. Justement, on a posé des questions à la fois sur les deux, les compétences vertes transverses et les compétences vertes spécifiques, et avec des questions soit avec une dimension secteur d'activité ou une dimension métier. On a essayé les deux. Les deux genres de questions ont été posées. Alors, vous allez nous présenter les principaux résultats. Vous nous avez préparé quelques diapos pour illustrer vos propos. Oui, voilà. Alors, donc là, ça répond. La première question, c'était bien entendu l'impact de la transition écologique en termes de nouvelles compétences ou de nouveaux métiers. Le premier résultat, effectivement, c'est que la partie nouvelles compétences, nouveaux métiers, la part des établissements déclarant que la transition écologique a un impact sur ces nouveaux métiers ou nouvelles compétences reste relativement limitée. C'est à peu près 10% des établissements. Mais on retrouve là, tout au moins en termes de métiers, ce qu'on dit un petit peu dans le discours ambiant sur la transition écologique, c'est-à-dire qu'il peut avoir de nouveaux métiers vraiment. Là, l'intérêt, c'est aussi d'aborder un petit peu la question des nouvelles compétences. Alors finalement, pourquoi ce résultat c'est un petit peu comme les métiers. Certainement que l'impact de la transition écologique sur les compétences, c'est soit un agencement de compétences déjà existantes, qui vont être agencées de façon différente, soit des compétences socles qui existaient déjà, sur lesquelles on va ajouter une dimension verte. Finalement, comme on a les métiers verts et les métiers verdissants, on pourrait dire on va avoir des compétences vertes et des compétences verdissantes. Au moins, c'est comme ça qu'on explique les résultats.
Autre résultat intéressant, c'est effectivement, vous voyez, il y a beaucoup plus d'établissements qui déclarent que ça va avoir un impact sur des nouvelles méthodes de travail, hein, à peu près un peu plus de 30%. Qu'est-ce que les établissements pensent derrière? Pourquoi ils déclarent ça? Pourquoi c'est plus important? L'hypothèse, c'est effectivement que ça change finalement les pratiques professionnelles avec les pairs, hein, c'est-à-dire avec d'autres corps de métier, le rôle professionnel de chacun. Ça peut changer aussi l'organisation du travail, hein. On sait que dans l'agriculture, par exemple, ça va changer quand même l'organisation du travail avec plus de main-d'œuvre, etc. Et puis, il y a peut-être d'autres aspects aussi, hein. Et là, c'est la limite de l'enquête. À ce moment-là, il faut passer plutôt sur des interviews d'entreprises qualitatives pour en savoir un peu plus. Et nous, on s'est arrêté un petit peu là, hein. Second résultat de cette enquête, c'est que c'est souvent les mêmes secteurs qui vont davantage dire que l'impact de la transition écologique a à la fois plus de conséquences avec un risque de disparition de certains métiers et l'apparition de nouvelles compétences ou le besoin de nouveaux profils, hein. Un exemple donné, c'est le commerce et la réparation automobile, hein. Ils sentent bien entendu l'impact de la transition écologique, mais en même temps, ils disent bien que c'est au sein de leur secteur qu'il va y avoir à la fois des nouveaux métiers et de nouvelles compétences, hein. Oui. Donc, au lieu de l'aspect de la recomposition, on parle d'un secteur lié à la transition écologique versus un secteur en déclin, hein, enfin, avec des risques, hein. Là, c'est le même secteur, c'est des recompositions au sein du même secteur, hein. Donc, un secteur a priori menacé peut aussi être porteur pour peu qu'il soit à la fois peut-être accompagné par des politiques publiques et qu'il se saisisse de la dimension de la transition écologique. Oui, c'est ça, hein. Et ça, on va le retrouver aussi sur l'agriculture, par exemple, hein. C'est un peu moins le cas pour l'hôtellerie-restauration, où là, c'est plutôt l'impact bénéfique, enfin, ils voient plutôt les nouvelles compétences sans risque de disparition de métiers, hein. Et on le comprend en même temps, en sachant que pour l'instant, dans les premiers résultats qu'on a vus, il y a peu d'impact de la taille d'établissement, sauf pour les nouvelles méthodes de travail, où c'est plus indiqué sur les grands établissements. Alors, deuxième point, donc on avait des questions sur finalement, est-ce que la transition écologique va modifier la façon de recruter les personnes, hein, ce qui est encore un autre sujet, hein. Par rapport à ça, on a à peu près 38% des établissements qui disent effectivement, qui attachent de l'importance au fait que les candidats soient formés à la transition écologique, hein, au moment du recrutement, donc ce qui n'est pas anodin, quoi, finalement, hein, avec plus d'importance, par exemple, pour la construction et l'hébergement à ce thème, et aussi plus d'importance aux grands établissements. Alors après, dans l'enquête, on avait d'autres questions qui portaient plus sur le métier. Vous pouvez passer la slide 2, s'il vous plaît. Voilà, où en fait, on posait des questions sur les métiers par rapport aux compétences vertes transverses, hein, et savoir si certaines compétences allaient avoir jouent plus, hein, dans certains métiers, hein. Et effectivement, on voit à peu près quatre types de groupes de métiers, hein, apparaître. Certains, effectivement, où les compétences dites vertes, hein, jouent un rôle important, hein, et c'est plutôt des métiers du bâtiment, par exemple, du gros œuvre du bâtiment. On va trouver des métiers de l'hôtellerie-restauration ou des métiers du transport, hein. Et dans ces cas-là, on demande beaucoup plus que dans l'ensemble des métiers le fait de faire des économies d'énergie, hein, de connaître les règles environnementales, savoir trier les déchets, et un petit peu plus, bon, même ce que ça apparaît un peu moins que les autres compétences, mais plus que l'ensemble des métiers, de savoir communiquer les efforts, de connaître les efforts de l'entreprise en matière environnementale. Ensuite, on a un autre groupe de métiers où ça paraît un peu moins, mais bon, ça reste quand même affirmé, c'est les ouvriers industriels et les agents d'entretien, où effectivement, on leur demande un peu plus que dans l'ensemble des métiers de faire des économies d'énergie ou de connaître les normes environnementales.
Il y a un troisième métier spécifique qui est les métiers de la santé et des soins aux personnes, où là, ce qui apparaît, c'est qu'il faut que les personnes qui exercent ces métiers connaissent les gestes professionnels à suivre en cas de canicule. C'est là aussi une des petites originalités de l'enquête. On a entendu, on sait que le changement climatique est là, et un problème qu'on peut se poser, est-ce que ce changement climatique va avoir un impact aussi sur les métiers ou les compétences dont on a besoin. Et donc, on avait ajouté ce petit volet compétences liées au changement climatique. Et voilà. On voit effectivement que sur cette troisième catégorie, les métiers qui sont avant tout impactés par des gestes professionnels en cas de canicule, le chiffre est assez important, 55%. Je précise que tous les chiffres qu'on a sur ce tableau, c'est un tableau qui est assez dense. Vous pourrez naturellement le retrouver via le replay et l'analyser parce qu'effectivement, on a un certain nombre de colonnes et de lignes et il n'est pas forcément facile de premier abord à analyser. Ensuite, le dernier point de cette enquête, c'est les compétences spécifiques, parce que là, on parle un petit peu plutôt de compétences transverses. Et donc, alors, juste avant que vous développiez ce point-là, on a deux questions sur la méthodologie, Frédéric Lenné. Parmi nos 400 participants connectés, certains ont commencé à nous poser des questions par l'application. Pour bien comprendre l'importance des pourcentages, nous dit Asma, je voudrais savoir combien d'organisations ont répondu à cette enquête. Alors, on a 15 000 établissements. C'est une enquête qui porte sur 15 000 établissements. Voilà. Et le taux de réponse est là, c'est 15 000 établissements qui ont répondu. Qui ont effectivement répondu. Effectivement, il y avait un échantillon beaucoup plus important au début. Merci de cette précision. Deuxième question, les résultats de l'enquête complémentaire BMO 2020 sont-ils disponibles par secteur d'activité et ou branche? Oui, il y a certains résultats qui seront mis à disposition lorsque l'étude sera publiée. On a un échantillon suffisamment important pour descendre à un niveau de secteur d'activité relativement fin. Par exemple, on peut distinguer par exemple le gros œuvre ou le second œuvre, ou bien dans l'agriculture, la production animale par rapport au reste. Voilà. Merci pour ces précisions. Je vous laisse poursuivre. Oui. Justement, là, on avait des questions spécifiques par secteur d'activité. Et là, vous avez sur cette slide l'exemple du secteur du gros œuvre. On posait effectivement la question si certaines compétences, les employeurs pensaient que ces compétences allaient se développer. C'est effectivement ce qui apparaît, c'est ce que vous avez sur cette slide. C'est-à-dire que ça soit en termes de rénovation de bâtiments, en termes de rénovation énergétique, de construction de bâtiments à plus forte performance énergétique, le fait de conseiller ou de conseiller les clients par rapport à la production d'énergie renouvelable, ou par exemple à l'utilisation de bois, de matériaux traditionnels. Dans ces 4 cas-là, on a à peu près entre 30 et 40% des établissements qui disent effectivement qu'ils vont développer de manière généralisée, et puis un certain pourcentage qui disent que ces compétences vont se développer à la marge. Voilà. Mais ce n'est pas négligeable. C'est ça, le bleu foncé, donc c'est les employeurs répondent que ça va se développer de manière généralisée, et le bleu clair à la marge. Exactement, c'est ça. Ce qui n'est pas négligeable, on voit bien que sur une donnée comme ça, on ne peut pas avoir 100%. Voilà, on a tout type d'entreprises dans le gros œuvre, etc., petits maçons, grands établissements, etc. Et ces données, pareil, pourront être déclinées aussi par taille d'établissement, ce que vous n'avez pas dans ce cas présent. Un autre exemple de compétences spécifiques, c'est l'agriculture, dont on parle souvent. Donc c'est la slide suivante. Et on a posé à peu près des questions par définition spécifiques à l'agriculture pour savoir si certaines compétences vont être amenées à se développer selon les employeurs. Parole des employeurs, bien entendu. Par rapport à ça, on retrouve les thèmes un peu connus.
soit en amont dans la production agricole, c'est-à-dire est-ce que ça va jouer sur la qualité environnementale, ce qu'on appelle les intrants dans l'agriculture. Est-ce que ça va jouer sur les méthodes de travail, est-ce que ça va jouer aussi sur la préservation des paysages, est-ce que ça va jouer aussi sur la valorisation des déchets, Donc on est après le processus de production. Et dans ces quatre-là, pareil, en bleu foncé, donc vous avez à peu près la moitié des établissements qui disent que sur ces thèmes-là, ils pensent que les compétences vont se développer, vont prendre de l'ampleur de manière générale. Et en bleu clair, vous avez ceux qui disent que ça va se développer à la marge. Alors c'est un peu moins important, la proportion d'établissements est un peu moins importante pour deux autres thèmes qui sont dans ce slide. C'est les labels bio, effectivement, et puis la capacité à s'insérer et à vendre dans les circuits courts. Voilà. Mais bon, les proportions ne sont pas négligeables non plus, parce qu'on a entre 20 et 30% des établissements qui mentionnent que ces compétences vont être appelées de se développer de manière généralisée. Voilà. Je vais arrêter là-dessus sur la partie compétences spécifiques. Attendez, on a d'autres secteurs d'activité comme l'hôtellerie-restauration, etc. Un cas quand même un petit peu où on n'a pas les résultats un peu différents, c'est le secteur de la maintenance. Par exemple, la maintenance, on posait les mêmes questions sur est-ce que vous allez par exemple utiliser des matériaux recyclés, etc. On avait une série de questions. Et là, l'aspect compétences spécifiques apparaît moins. Voilà. Bon, en même temps, on sait que les établissements de la maintenance sont appelés à se développer dans des domaines d'intervention très divers. Parfait, merci beaucoup. Cette étude sera disponible à partir de quand ? Alors, je ne peux pas encore vous prononcer une date. Certainement début d'année prochaine. Alors, un dernier petit mot, Frédéric Lenné. Quand on évoque les nouvelles compétences, on évoque les formations et parfois la difficulté à faire évoluer les nomenclatures et notamment les codes ROM. Et de fait, les branches professionnelles sont très inégalement impliquées dans l'évolution de ces codes ROM. Vous avez un projet de refonte qui pourrait permettre de s'ajuster plus rapidement aux évolutions de la société ? Exactement. Alors bon, déjà quand même, il y a des relations avec les branches professionnelles qui existent sur les codes ROM, que ce soit en termes de métier ou de compétences. Mais effectivement, l'idée, c'est d'aller plus loin. Et il y a une refonte du ROM qui est prévue sur 3 points, finalement 3 domaines d'intervention. La nomenclature des métiers qui va être utilisée, celle des compétences aussi. On va certainement mieux prendre en compte les compétences transverses. Et ensuite, l'aspect formation, c'est-à-dire de mettre plus en lien des compétences et des certifications. Alors, une toute petite question pour terminer cette séquence. Est-ce que les activités métiers impactées par la transition écologique, nous demande cet internaute, relevant de l'économie sociale et solidaire, est-ce que donc ces activités métiers impactés sont mises en valeur dans les données de Pôle emploi via l'approche sectorielle ou par branche ? Alors, on pourra le faire un petit peu en utilisant la catégorie juridique de l'établissement pour voir si ça joue. Cela dit, on rappelle quand même l'intérêt de cette enquête et puis aussi de ses limites. Dans certains cas, l'échantillon n'est pas suffisamment important pour analyser pour avoir des données intéressantes, significatives. Et ensuite aussi, il ne faut pas oublier quand même les approches qualitatives et les approches des branches professionnelles sur la partie compétences au métier. Pour l'emploi, on reste quand même des généralistes, avec l'intérêt, mais aussi la limite de la démarche.
Merci beaucoup Frédéric Lenné. Alors on va passer à présent à des regards croisés sur l'observation, l'anticipation qui permettent de déterminer des plans d'action et on va accueillir deux nouveaux intervenants avec Christophe Lepage, Elisa Bralé, Catherine Mandubels et Caroline Legrand. Ils vont prendre place petit à petit les uns et les autres et on va faire un petit tour de table pour qu'ils puissent se présenter et on va commencer par Elisa Bralé. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc Elisa Bralé, moi je suis en charge des projets nationaux études au sein d'Uniformation, qui est l'OPCO de la cohésion sociale et qui regroupe donc 22 branches professionnelles autour du champ de l'animation, du tourisme social, de l'aide à domicile, mais également de la protection sociale ou de l'habitat social. Merci. Christophe Lepage, bonjour. Bonjour, donc, je suis directeur de l'Observatoire et de la prospective au Centre national de la fonction publique territoriale, donc à la tête d'une petite équipe qui produit un certain nombre d'études quantitatives et qualitatives avec deux objectifs. Remplir une mission donnée par le législateur d'observation de l'emploi, des métiers et des compétences dans la fonction publique territoriale depuis 2007. Et puis une deuxième fonction aussi qui est de fournir des ressources en interne à l'établissement pour qu'on puisse actualiser notre offre de formation à destination des collectivités territoriales et des agents territoriaux. Merci. Troisième intervenante, Catherine Mandubels. Bonjour. Bonjour, Catherine Mandubels. Donc, moi, je suis conseillère sociale à l'Union française de l'électricité, qui est une association professionnelle de représentation des intérêts des acteurs français et européens du système électrique. Mais j'interviens aujourd'hui en tant que pilote d'un EDEC filière électrique, qui est une démarche collective que nous avons menée avec plusieurs partenaires de la filière, des fédérations professionnelles de la filière électrique, des électriciens du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie, des associations régionales, Industrie Méditerranée, Think Smart Grid, et puis des 4 fédérations syndicales, ainsi que la DGFP, évidemment. Et on va faire un focus appuyé sur cette approche multipartenariale, bien sûr. Dernière intervenante, Caroline Legrand, bonjour. Bonjour, donc Caroline Legrand, je suis chef de projet études au sein de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. En dehors de conseiller les cadres et les entreprises, nous avons également une mission d'observatoire du marché de l'emploi cadre pour mieux décrypter les tendances en cours et celles à venir, avec des études que l'on produit qui sont déclinées en 3 collections. D'abord, tout ce qui concerne le recrutement des cadres, ensuite leur parcours, comprendre un peu leur parcours et les inégalités que l'on peut constater au sein de ces parcours professionnels. Et une 3e collection qui concerne plus les compétences et leur évolution à travers justement toutes les évolutions sociétales. Qu'est-ce que ça peut changer en termes de besoins pour les entreprises et des compétences attendues. Alors, vous avez publié l'année dernière une étude qui s'appelle « Réalité du marché de l'emploi cadre dans l'environnement ». La spécificité, c'est donc que vous avez introduit cette dimension de transition écologique dans ces études-là. Les données datent de 2018. Quelle était la méthode... Ça a été publié en 2019. Quelle était la méthodologie utilisée, Caroline Legrand? Alors, effectivement, il s'agit d'une étude ad hoc. C'est une étude sur... on n'avait pas d'antériorité sur le sujet pour ce type d'études. Ce que l'on a fait, en fait, on a cherché à travers nos offres d'emploi qui étaient publiées sur notre site, quelles étaient celles en fait, qui relevaient du domaine de l'environnement. Et la méthodologie adoptée, c'était la suivante. On est parti des intitulés de postes à pourvoir pour essayer d'identifier à travers eux des métiers typiques de l'environnement. Et pour pouvoir les comptabiliser, les catégoriser. Donc ça, c'est important parce que c'est une série de mots-clés dans les intitulés, pas dans le contenu. Alors, pas dans le contenu, et la raison était assez évidente, c'est que le mot environnement, déjà, ramène beaucoup de bruit. Statistiquement parlant, on arrive vraiment à noyer beaucoup d'informations. Et du coup, le parti pris que l'on a choisi, c'était vraiment de se focaliser sur des intitulés de postes à pourvoir. Et on a fait une requête sur une quinzaine de métiers que l'on a pu après quantifier et catégoriser. Alors, au final, quels sont les résultats? Combien d'offres avez-vous identifiées? Alors, en 2018, parce que l'étude s'est faite en 2019 sur la base des offres d'emploi publiées sur notre site, des offres d'emploi cadres publiées sur notre site en 2018.
Et à date de 2018, donc on avait 8000 offres d'emploi cadres qui portaient sur le champ environnemental. Ça représentait 1,6% de nos offres d'emploi à l'époque. Ça peut paraître marginal. Pour autant, en fait, quand on va dans une finesse sectorielle en termes d'analyse, on retombe sur des proportions à peu près similaires. Donc, ce n'est pas si anodin que ça, 1,6. Voilà, donc c'est 8000 offres. 8000 offres au total. Alors, ça vous a permis d'identifier 6 grandes familles de métiers. Et parmi ces 6, il y en a 2 qui sont dominantes. Alors, il y a 2 familles de métiers dominantes, mais peut-être avant de vous les présenter, rappeler quels sont les 6 dans leur totalité. J'aurais peut-être dû projeter également un schéma pour mieux les visualiser. Tout d'abord, on a une famille qui est assez large et qui concerne tout ce qui concerne la prévention et la réduction des nuisances et des nuisances, quelles qu'elles soient, des nuisances et des pollutions. Et ça, c'est la catégorie en fait, qui rapporte le plus d'offres. On a 27% des offres d'emploi cadres de 2018 sur l'environnement qui étaient relatifs à ce domaine d'activité, à ce domaine. On a une autre famille également qui est assez importante, c'était celle de la QHSE, qui rapportait à peu près une proportion équivalente d'offres, avec tous les métiers afférents, responsable QHSE, responsable HSE, dans les entreprises. Ensuite, on avait 2 autres catégories de métiers qui rapportaient également un nombre d'offres importantes, mais de manière un peu moindre. Tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie, c'était quelque chose qui était, je crois qu'on avait à peu près 16% des offres qui étaient autour de ce segment-là. Également, en fait, tout ce qui concernait l'aménagement du cadre de vie. Donc, l'aménagement du cadre de vie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aménagement de parcs dans des espaces urbanisés. Voilà. Donc, on avait également à peu près 16% des offres d'emploi qu'on a hébergées sur notre site en 2018 qui étaient relatifs à ces métiers-là. Et ensuite, on avait 2 autres domaines un peu moins pourvoyeurs d'offres et pourvoyeurs d'emplois. C'était tout ce qui concernait la gestion sociétale de l'environnement et tout ce qui concernait les études scientifiques sur les rivières, sur les forêts. Voilà, c'était un peu moindre en termes de rapport d'offres, mais quand même, on est sur des proportions qui ne sont quand même pas négligeables. Sur les principales catégories, quelques exemples de métiers qui apparaissent comme des métiers particulièrement présents. Alors, sur la QHSE, donc, je les ai cités. Pour tout ce qui concerne la prévention et le traitement des pollutions, des nuisances et des risques, on est beaucoup sur des profils d'hydrauliciens qui sont recherchés pour travailler sur des projets de conduite hydraulique, sur des bassins d'épuration, sur... voilà, ça c'est vraiment ce qui domine comme type de métier dans cette catégorie et tous les métiers liés au traitement, à la gestion des déchets également qui rentrent dans ce scope-là. Voilà, c'est les métiers les plus, sur lesquels la demande était la plus forte. Vous avez constaté des différenciations marquées entre régions ? Marquées pas vraiment, mais il y a quand même une région qui se démarquait dans notre analyse et c'est assez, ça peut s'expliquer par son tissu social économique. C'est la Normandie. À l'échelle nationale, je le disais tout à l'heure, en fait, nos offres d'emploi, on avait 1,6% de nos offres d'emploi de 2018 qui étaient relatives au champ environnemental. En Normandie, ça représentait 2,2% des offres. On est sur un bassin régional vraiment très industrialisé, plus que dans la moyenne, et ça peut expliquer également des besoins importants sur les métiers de la QHSE ou sur les métiers de la prévention des risques industriels, par exemple. Donc il y avait ce premier questionnement sur les familles de métiers, il y en avait un deuxième sur les profils et les compétences recherchées par les recruteurs. Et là, quelles ont été vos constatations ? Alors là, pour faire parler les données, on regarde un peu le contenu des offres également pour voir un peu ce qui était attendu. Donc on constate que nos recruteurs sont en attente de profils qualifiés, donc on est sur des profils cadres, avec des personnes qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience également dans leur domaine d'activité. Donc sont recherchées des personnes des cadres ayant 2 à 3 ans d'expérience à minima. Sont recherchés des profils très techniques, c'est-à-dire que
Voilà, on recherche vraiment de la technicité, des ingénieurs. Pour autant, on est à l'affût de soft skills, avec des attendus assez forts qui se démarquent sur tout ce qui est comportemental, relationnel, capacité à négocier et à convaincre. Ce sont des compétences en fait, qui ressortent de manière assez transverse sur ces métiers, mais qui ressortent en force, en fait, la capacité à convaincre d'une transition écologique, d'une meilleure gestion de son environnement. Voilà, c'est les enseignements majeurs en fait, au niveau qualitatif. En fait. Alors, quelques réactions, peut-être quelques rebonds de nos autres intervenants sur cette étude. En quoi peut-elle faire écho à vos propres constatations? Catherine Mandubels. Merci, parce que je découvre. Et en fait, on retrouve en revanche des conclusions qu'on a, nous, dans le cadre de notre étude filière électrique, sur le fait qu'en fait, on attend toujours nos... Alors, c'est vrai pour nous, cadres et non cadres. Enfin, c'est pour la filière, d'un point de vue général, en termes de compétences. Le cœur de métier, il est sur la compétence électrotechnique. Mais si on pense au développement double compétence sur le digital, l'émergence du numérique et donc du coup, cœur métier électrotechnique, complément digital, et on trouve beaucoup aussi l'évolution sur le savoir-être, ce qui n'est pas simple d'ailleurs avec de gros enjeux de formation continue, parce qu'en fait, en amont, formation initiale, mais pour nos salariés de formation continue, c'est quand vous allez vers une filière technique, vous n'avez pas forcément envie d'être commercial. Et plus ça va, plus les attentes des clients, des consommateurs, des citoyens sont telles qu'il faut les guider, les accompagner dans leurs choix. Et donc, on demande aujourd'hui à nos équipes, aux salariés, d'être à l'aise, d'être sur leur cœur de métier, la technique, mais aussi de savoir argumenter. Et donc, l'importance du savoir-être est essentielle. Ça, et puis je retrouve aussi ce que vous évoquez sur la conduite de projet. Oui. On recherche des chefs de projet, et un chef de projet aujourd'hui, c'est extrêmement, voilà, c'est un super job, mais c'est une compétence technique, une compétence financière, une compétence réglementaire, une compétence écologique. Donc voilà, on cherche tous le mouton à 5 pattes, et on est tous quelque part un mouton à 5 pattes à accompagner en développement. Christophe Lepage. Oui, alors dans la territoriale, un peu le même constat, pas de nouveaux métiers à profusion, mais l'essentiel des métiers existants dans les champs impactés par l'environnement en transformation maximale. Donc on a des champs classiques traditionnels en pleine évolution, l'eau, l'assainissement, les déchets, la collecte des déchets, le logement, mais aussi les transports, la mobilité, les métiers de l'animation, de la communication. Tous ces champs-là évoluent. En ce qui concerne les cadres, et je suis d'accord avec vous aussi, c'est aussi la recherche du mouton à 5 pattes. Parce que qu'est-ce que recherchent les employeurs territoriaux? C'est des cadres qui vont être capables d'intégrer la dimension environnementale à des politiques d'aménagement du territoire, à des politiques d'urbanisme, à des politiques de logement, de développement économique, de développement touristique. Et donc là, on voit bien que c'est un bouleversement, c'est un changement systémique, cette transition écologique, qu'il va falloir intégrer par tous les chefs de projet et intégrer cette dimension dans tous les différents champs d'activité. Elisa Bralé. Oui, je vais rejoindre aussi évidemment les interventions et la présentation qui vient d'être faite, à la fois sur la méthode, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours évident d'identifier et de cerner, donc dans ce cas, les métiers concernés, les offres d'emploi concernées, dans le nôtre, les formations en tout cas, parce que certains termes comme celui d'environnement génèrent énormément de remontées qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et on voit en effet beaucoup le fait d'intégrer cette dimension écologique finalement de manière transversale dans les métiers. Ça ressort beaucoup avec quelques métiers, moi j'y reviendrai, émergents, mais qui restent vraiment mineurs par rapport à cette dimension qu'on sent bien, qui irradie l'ensemble aujourd'hui des compétences et des métiers attendus dès maintenant même et pour demain. Un dernier mot, Caroline Legrand. Vous êtes en train de travailler à de nouvelles fiches métiers qui seront publiées au premier semestre 2021. Et parmi ces nouvelles fiches métiers, il y en a quelques-unes. Une notamment qui est en lien direct avec la transition écologique. Alors c'est vrai que nous disposons depuis plusieurs années déjà d'un annuaire des métiers qui est consultable sur notre site internet, qui regroupe à peu près 400 fiches métiers. Dans ces 400 fiches, en fait, on avait inclus une dizaine qui provenait, une vingtaine qui provenaient d'un référentiel des métiers de l'environnement que l'on avait réalisé en 2012 à l'APEC. Donc grâce à cette analyse qualitative, et les entretiens qu'on avait pu faire à l'époque, on avait pu constituer une vingtaine de fiches métiers qui avaient intégré notre annuaire. Et on
enrichit, on est toujours en phase d'enrichir en fait ces données. Et va intégrer notamment la prochaine, prochainement en fait, notre annuaire, une fiche sur le métier d'ingénieur en efficacité énergétique. Pourquoi ce métier? C'est parce qu'on est à l'affût des évolutions, des métiers qui nous semblent émerger. Et l'année dernière, nous avions un peu cherché à quantifier en fait, l'évolution du nombre d'offres sur ce métier-là. Et on avait une progression qui était suffisamment importante pour nous décider à réaliser une fiche métier ingénieur en efficacité énergétique. Et donc, elle rejoindra, donc elle a déjà été publiée sous forme papier, mais elle rejoindra notre annuaire des métiers en premier trimestre de l'année à venir. Et dernier élément à souligner, qui est également intéressant, c'est que ingénieur en efficacité énergétique, nouvelle fiche, mais en revanche, d'autres sont retirés comme expert en bilan carbone. Alors, c'est pas que la compétence en elle-même disparaît, mais c'est qu'elle est intégrée dans différents métiers maintenant. Typiquement, donc je parlais de l'ingénieur en efficacité énergétique et on pourrait parler de tout ce qui concerne l'efficacité thermique dans les bâtiments. On dispose, cette compétence est nécessaire. Donc elle se retrouve de manière transverse dans plusieurs métiers de l'environnement, mais sans pour autant aujourd'hui constituer un métier à part entière. Elle l'est toujours, mais voilà, la compétence se distille et c'est ce qu'on notait tout à l'heure, c'est ce que vous soulignez sur la transversalité de certaines compétences que l'on retrouve à différents niveaux de ces familles de métiers de l'environnement. On a un socle qui commence un peu à se segmenter et à concerner plusieurs métiers. Merci beaucoup Caroline Legrand pour cet éclairage. On va à présent alors faire un focus sur des filières, des secteurs différents et des approches souvent qui sont caractérisées par la présence et l'implication de multiples partenaires. Catherine Mondubels, vous allez nous parler d'une démarche qui est née en 2019, d'EDEC, donc engagement de développement dans les emplois et les compétences. On a vu lors de la première webconférence le 29 septembre que c'était des démarches qui étaient outillées par le ministère du Travail, qui n'étaient pas forcément faciles à impulser. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, dans la filière électrique, associant de nombreux acteurs, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, d'aller vers cette démarche? En fait, notre envie est née de la loi de 2015 portant création de la transition écologique pour une croissance verte, qui prévoyait déjà un volet gestion prévisionnelle de l'emploi. C'était en parallèle de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y avait eu déjà la prise de conscience par le législateur, donc par le gouvernement et les différents acteurs, de l'importance d'associer, d'anticiper les questions d'emploi et de compétences pour réussir la transition écologique. Le constat qu'on a fait à quelques-uns, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Laurence Parisot l'avait pointé du doigt dans son rapport en février 2019, c'est qu'en fait, ce que je vais dire de l'électricité, c'est vrai de l'énergie d'une manière générale, c'est transverse à beaucoup de secteurs. Et donc, quand vous voulez faire une étude, vous n'avez pas le découpage qui correspond, enfin les structures juridiques de dialogue social qui correspondent à la réalité du périmètre. Ce que pointait également Mme Parisot, c'est qu'en fait, ces études sont très silotées et ne sont pas comparables entre elles. Donc, vous ne pouvez pas ajouter les études de l'ADEME, les études du CER, à celles qui sont faites sur le nucléaire, à celles qui sont faites sur le bâtiment, puisque les méthodes en fait, de décompte ne sont pas les mêmes. Et donc, à quelques-uns, 8 fédérations professionnelles d'électriciens bâtiments, donc industrie, travaux publics, des systèmes, des réseaux intelligents et des régions, parce que c'est important, je crois qu'on y reviendra, sur le rôle majeur des territoires sur ces sujets. On s'est réunis avec l'aide de la GFP que je tiens à remercier, parce que même si nous, il y a une impulsion d'acteurs, de partenaires, d'associations, très clairement, enfin voilà, le PIC, et au-delà des enjeux financiers, c'est surtout une méthode, une rigueur qui nous a guidés, avec un enjeu... Je crois que c'est parti aussi du ras-le-bol, ras-le-bol d'avoir des chiffres qui sortent dans tous les sens sur les millions d'emplois qu'on va créer dans la transition écologique. Quand vous travaillez dans un secteur qui est percuté de plein fouet par toutes ces évolutions, vous voyez surtout la complexité des organisations, les évolutions des métiers. Et donc l'envie, c'était objectivons les données pour un secteur, pour une filière, avec 3 objectifs. Combien sommes-nous aujourd'hui ? On ne savait pas, je sais pas. Combien sommes-nous aujourd'hui ? Combien serons-nous demain à un horizon 2030 en prenant les objectifs de la PPE ? Quels sont nos métiers qui sont en tension ? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble sur les territoires ?
Alors, quels ont été sur ces différentes questions les principaux résultats ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer. Alors, on sortira notre étude lundi prochain, le 19, mais vous avez déjà les résultats sur les sites des fédérations concernées. Nous sommes aujourd'hui filière électrique, 600 000 salariés, c'est-à-dire qu'on a, avec 2 méthodes, et l'accompagnement, j'ai oublié de le citer, du cabinet PwC, on a compté, c'est-à-dire qu'on est passé par nos entreprises adhérentes à compter combien il y avait. L'objectif, c'est d'être crédible. Donc, que ces données puissent être utilisées par les pouvoirs publics, par les institutionnels de l'emploi et de la formation. Donc, nous sommes 600 000 aujourd'hui. Nous serons 200 000 de plus à un horizon 2030, avec dans ces 200 000 créations d'emplois, 2 secteurs, 2 sous-filières qui vont porter ces créations d'emplois, le bâtiment. Et comme le disait Madame Legrand, ça va essentiellement être dans le secteur de l'efficacité énergétique. Donc vous voyez, nos travaux sont cohérents, heureusement. Et l'autre partie, ça sera essentiellement dans le développement des énergies, des ENR, des énergies renouvelables. Alors votre étude fait apparaître un certain nombre effectivement de métiers en tension. Quels sont-ils ? En fait, un métier en tension, c'est un métier pour lequel nous avons du mal à recruter. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est une filière qui recrute et qu'on a des difficultés, alors qu'on sait bien qu'on est dans un contexte extrêmement difficile. On a du mal, nous, à recruter nos techniciens de maintenance, nos soudeurs, nos installateurs photovoltaïques, nos chefs de projet, nos cybersécurités. Un métier en tension, c'est un métier pour lequel il y a soit des volumes importants de recrutement, et comme ces volumes sont importants, on n'arrive pas à recruter, soit des niches, pardon pour l'expression, mais ça veut dire des profils très ciblés comme la cybersécurité, les data analystes, qui sont cherchés par d'autres secteurs. Donc en fait, il y a déjà peu de profils et on est nombreux à les chercher. Métiers en tension ou des métiers qui sont avec un fort impact de transformation. Donc sur une centaine de métiers, il y avait 23. On en a 23. On a, nous, à notre maille, la maille de la filière électrique, on a identifié 23 métiers en tension aujourd'hui, du technicien de maintenance, du chef de projet, du technicien électrotechnique, de l'installateur photovoltaïque, du soudeur, du frigoriste, du conducteur de travaux. Donc voilà, 23 métiers en tension. Et dans l'étude, alors, parce qu'on pense aux PME, TPE, dans ce qui nous a guidés aussi, et il faut, c'est que une filière, un secteur, c'est des entreprises de toute taille. Dans la filière électrique, on a 40% de PME-TPE. Il est clair qu'une PME-TPE, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas le temps de travailler sur ces problématiques-là. Et la réussite des grands groupes, en France, à l'Europe, à l'international, c'est une chaîne de valeur, c'est une chaîne de sous-traitance. Et donc, ce qui nous a aussi guidés dans ces travaux, c'est certes objectiver les débats, mais c'est aussi s'assurer que nous aurons demain les compétences qu'il faut préparer aujourd'hui. Merci Christophe Lepage. Alors dans un autre domaine, la fonction publique territoriale, vous menez des études sectorielles avec des prismes qui peuvent varier d'une année à l'autre. Et il y a un prisme de transition écologique qui a été choisi. Et j'aimerais que vous nous disiez sur quel réseau et avec quelle méthode vous avez investigué pour essayer d'avoir les données les plus fiables possibles. Alors effectivement, le choix de l'approche sectorielle, c'est un choix parmi d'autres. On fait aussi des études territorialisées. Mais ce prisme de l'étude sectorielle reste pertinent aujourd'hui, même s'il faut en renouveler les conditions et s'orienter vers ce que j'appellerais de l'intersectoriel. Pour autant, on s'appuie sur des capteurs, donc un réseau d'observation qui est organisé sur tout le territoire par champ professionnel, et par domaine professionnel. Donc on a un champ de politique publique qui est le champ services techniques et environnementaux, mais qui regroupe des champs professionnels comme l'énergie, le bâtiment, la logistique, l'eau, l'assainissement, la collecte des déchets. Et c'est à partir de ces champs professionnels-là qu'on va réunir un certain nombre de réseaux composés de conseillers formation de l'établissement, mais aussi de praticiens, puisqu'il s'agit bien d'observer l'évolution des métiers en situation, j'allais dire, sur le terrain, concrètement, avec des collectivités territoriales, mais aussi des partenaires extérieurs, d'autres fonctions publiques, avec des chercheurs, avec des directeurs généraux de services, des DRH. Et l'ensemble de ces réseaux, de ces capteurs, vont faire remonter des signaux sur l'évolution de ces métiers par rapport à la transition écologique et sur les besoins de professionnalisation qui en découlent. Et donc, à partir de ces études sectorielles, on va pouvoir adapter notre offre de formation. Et aussi, autre usage qui est important, on parlait tout à l'heure du ROM, mais on a aussi le répertoire des métiers territoriaux. Donc, on a 250 métiers territoriaux
qui, à partir de ces études sectorielles, vont évoluer en permanence. Donc c'est une actualisation en C'est continu, une actualisation en fonction des remontées du en terrain. continu, en fonction de ces captations, de ces réseaux sur le terrain. Alors, la limite qu'on a aujourd'hui, on l'a souligné tout à l'heure, c'est que même si on réfléchit par champ d'action public local, donc la problématique de l'environnement, c'est très large déjà, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le caractère systémique de cette transition écologique, il faut qu'on fasse travailler nos pôles de Montpellier qui sont sur l'environnement, il faut qu'on les fasse travailler avec nos pôles qui travaillent sur l'aménagement du territoire ou sur le social, avec les problématiques de précarité énergétique, par exemple. Et donc, on est amené à travailler en interpôle. Parce que sinon, vous avez une approche qui reste Trop silotée par département. Et moins efficace, du coup. Voilà, sans transversalité. Donc il faut renouveler les études sectorielles en élargissant le champ et en faisant croiser les points de vue et les approches en fonction des différents champs professionnels. Quels sont les grands enseignements que vous retirez de ces observations sur la transition écologique? Alors, trois grands enseignements. Le premier, c'est que, en termes de besoin de professionnalisation, émerge un besoin autour des fonctions managériales, que ce soit le management supérieur ou l'encadrement intermédiaire ou même le management de proximité, parce qu'il s'agit de donner du sens à cette transition écologique et il s'agit de conduire le changement. Le binôme entre l'élu de la collectivité et le directeur général des services est un binôme qui est clé dans ce... Qui est fondamental, parce que pour conduire ce changement, pour faire en sorte que ces problématiques infusent l'ensemble des politiques publiques, des métiers de la collectivité, il faut ce portage-là, à ce niveau-là, au niveau de ce binôme-là. Et là, en matière d'infusion de cette problématique, c'est fondamental. Et on retrouve aussi cette même exigence au niveau de l'encadrement intermédiaire, dans la diffusion de cette nouvelle culture, de cette nouvelle approche. Et puis, deuxième enseignement peut-être, alors là c'était pour le management, pour l'ensemble des agents, il y a un autre enseignement, c'est de dire que cette transition joue à la fois sur le développement des compétences transverses, mais aussi, il ne faut pas l'oublier non plus, sur un certain nombre de gestes techniques qui vont toucher un certain nombre de métiers. Je pense au métier de jardinier, par exemple, avec l'usage et l'utilisation de produits phytosanitaires, par exemple. On a tout un tas de métiers où on va devoir revoir les gestes de base, des gestes techniques liés au métier. Et puis peut-être le dernier enseignement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche d'assembliers, hein, c'est-à-dire de cadres qui sont capables de penser en même temps un développement touristique et environnement, par exemple, ce type de croisement-là. Et là, ce n'est pas évident parce que ça nécessite vraiment une vision large. Au-delà de compétences techniques, c'est une vision très large et des approches vraiment généralistes. Et on a du mal à recruter des profils qui ont à la fois des expertises par champ professionnel, aménagement du territoire, bâtiment, logement, et en même temps cette approche environnementale plus générique. Alors, 2-3 petites remarques que je vous relais en écho à votre intervention, Catherine Maindubels. Je confirme, nous dit David, dans la filière pompe à chaleur, nous avons énormément de difficultés à recruter, beaucoup de métiers en tension, en installation et en maintenance, mais aussi en commerce et en industrie. Autre intervention de Soda qui nous demande quelle est la place de l'entreprise dans ces démarches. Ça, on va y venir. Hein. Comment, à partir des démarches de filière, on peut favoriser l'appropriation par les entreprises. Et troisième remarque, on fait un état des lieux, c'est bien, mais on parle peu de solutions pour corriger les carences actuelles. Là encore, on y vient et n'oublions pas que c'est une première webconférence thématique qui sera suivie ensuite de 3 autres pour aussi décliner un certain nombre de pistes d'action. Alors, troisième focus, Elisa Bralé. Troisième focus cette fois sur le champ d'uniformation, qui est un champ de 22 branches professionnelles et sur lequel, là aussi, vous avez engagé un EDEC en 2018. Absolument. Donc, dans le cadre du PIC également, je crois qu'on est assez nombreux à utiliser ce type d'outils justement pour essayer à la fois de monter sur des méthodes et à la fois sur des thématiques qu'on ne traite pas forcément. Alors nous, on avait déjà commencé en 2016-2018 avec
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a travaillé autour des mutations, notamment des mutations liées à la transition écologique, mais c'était plutôt pour essayer de voir un peu ce qui était porté par nos différentes structures sur les territoires. Et cet EDEC, là, maintenant, nous fait prendre du recul par rapport à ça. Et donc, dans le cadre de cet EDEC, on a notamment un axe transverse qu'on a tous autour de la transition écologique, comme on peut l'avoir d'ailleurs aussi sur la transition numérique. Donc on a mis en place une interrogation en fait, auprès de nos structures dans le cadre d'un baromètre qu'on mène annuellement. Donc il y a un baromètre emploi, formation, compétences qu'on développe depuis 2014. Et donc cet EDEC a été un peu le prétexte à prendre du recul, donc je le disais, sur cette thématique et à interroger du coup nos structures pour essayer de voir en quoi elles se sentent concernés, d'abord un ressenti, un peu comme c'était évoqué un petit peu avant par Frédéric Lenné, sur cette transition écologique. Donc on en a interrogé donc, en décembre 2019 sur cet enjeu-là. On a à peu près 5600 répondants, donc ça nous donne aussi une base assez solide qui nous permet d'avoir des analyses un petit peu plus sectorielles. Et ce qui est intéressant, puisqu'on n'avait pas pour le coup de passif réellement pour mesurer un peu les structures, l'impact auprès de ces structures, c'est qu'un tiers des structures, 29%, donc, se disent impactées dans leurs activités par les enjeux liés à la transition écologique. Et selon nos branches professionnelles, on va de 15% pour peut-être les moins aujourd'hui impactés à 68%. Alors là, on va retrouver des activités qui ont été citées par rapport à l'entretien d'espaces verts, par exemple, ou à des filières de valorisation, de réemploi de déchets, etc. La question sur l'impact, elle portait sur les 3 années précédentes. Oui. Juste un mot, parmi vos 22 branches, quelques exemples de branches qu'on situe bien votre périmètre, votre secteur? Alors, notamment si on regarde les branches les plus impactées, on va trouver tout le secteur de l'insertion par l'activité économique, qui vont avoir donc un rôle assez important, comme je le disais, dans l'aménagement d'espaces urbains, d'espaces verts, mais également la valorisation de tri de déchets. On va aussi avoir les branches liées plus à l'animation, l'accompagnement, enfin l'éducation, on va dire, à la citoyenneté au sens large, et qui vont, comme l'animation ou même le tourisme social, aller vers du tourisme vert, vers de l'animation, de l'éducation au développement durable, l'éducation à l'environnement. On a aussi, après, tous les secteurs liés à l'habitat social qui vont énormément être sur la gestion du bâti. Et donc là, on va retrouver toutes les normes, évidemment, et réglementations à mettre en place, comme les foyers sociaux de jeunes travailleurs aussi. Et après, on va avoir toute une série de branches. Alors, je note, grâce à la présentation, donc, notamment de l'enquête complémentaire BMO, que, en effet, des secteurs comme l'aide à domicile que nous couvrons aussi sont impactés. Ça ne faisait pas partie de notre interrogation, mais je pense qu'il faudra qu'on l'ajoute par notamment les changements climatiques et donc les plans, évidemment, liés à la canicule et la prise en charge des personnes. Donc on va retrouver en fait une diversité de secteurs chez nous impactés par cette question-là. Ça, c'est sur les secteurs d'activité et sur les métiers, cette fois, qui sont les plus impactés. Alors c'est intéressant de voir je rejoins à peu près l'observation. Pour autant, on a une diversité de structures que l'on couvre. Mais le premier métier dans ce baromètre qui est cité comme impacté par la transition écologique, ce sont les personnels de direction. En effet, on va retrouver là donc, plus de 31% des structures qui les disent comme prioritairement impactées, parce qu'on va avoir les questions de stratégie, évidemment, de conduite du changement, ça a été dit, de gestion des partenariats aussi, mais pour notamment les plus petites structures, il peut y avoir aussi les stratégies achats, tout ce qui peut être lié à une fonction de direction assez polyvalente dans les petites structures. Ensuite, on a un métier qui ressort, qui est lié plus aux agents de nettoyage, qui reste là pour le coup évidemment impacté avec tout ce qui va être la gestion de produits écologiques, mais également la réduction d'utilisation, donc par exemple de l'eau ou en tout cas des énergies, et le tri des déchets. Donc 25% des structures disent que ce métier est particulièrement impacté. Et ensuite, le métier donc, de chargé de mission, chargé de projet, donc un peu aussi un mouton à 5 pattes, qu'il soit cadre ou non. Donc 22% des structures le disent impacté, puisque c'est eux qui vont porter les projets derrière, des projets d'aménagement urbain, d'écoquartiers, mais également liés à la biodiversité. Donc des fonctions support assez mises en avant, mais également quelques métiers plus cœur de métier de nos branches, notamment le métier d'animateur.
Animateurs socioculturels et de loisirs. 28% des répondants disent qu'il est très impacté par cette transition écologique parce que, comme je le citais, on va retrouver notamment toute l'éducation au développement durable à l'environnement, mais également la préservation du patrimoine naturel, la lutte contre le gaspillage, tout ce qui est éco-citoyenneté. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces structures sont beaucoup sollicitées aussi par les collectivités pour mettre en place ces animations auprès de publics jeunes ou de publics adultes et qui vont être donc très sollicités pour accompagner cette transition écologique. On voit 3 exemples de démarches qui permettent de poser un diagnostic et c'est vrai que pour l'instant c'est pas majoritaire, ce ne sont pas des approches majoritaires, ça commence à émerger. C'est en tout cas indispensable pour ensuite mesurer l'évolution des besoins en compétences et dégager des pistes d'action. J'aimerais revenir avec vous 3 sur la difficulté à avoir une approche multipartenariale qui fait sortir souvent les acteurs de leur zone de confort, de leurs prérogatives, de leur champ naturel. De quelle manière, Catherine Maindubels, peut-on favoriser cette approche qui, dans votre cas, est une approche qui mêle plusieurs régions, plusieurs OPCO, Constructis et l'OPCO 2I, plusieurs fédérations professionnelles qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Alors, juste une précision, c'est qu'en fait, quand on est parti dans la démarche de l'EDEC, les OPCO n'étaient pas encore créés. Donc effectivement, dans nos activités, on relève des OPCO industrie, Constructis pour le bâtiment et les travaux publics, et même d'Atlas pour les bureaux d'études. On n'a pas pu les amener avec nous, parce qu'en fait, ils n'existaient tout simplement pas quand nous avons lancé la démarche. Mais dans la suite, et il y aura une question sur laquelle nous reviendrons sur, et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Parce que nous, finalement, un EDEC, c'est un diagnostic. Qu'est-ce qu'on en fait? On entend bien continuer d'élargir. Pourquoi c'est pas facile de travailler à plusieurs? Je crois que pour 2 raisons. La première, et je pense que c'est partager, la compétence, c'est stratégique. C'est la compétence qui va faire la différenciation entre acteurs concurrents. Et donc, les mettre autour de la table en leur disant « travaillons ensemble sur les compétences », ce n'est pas naturel, il faut se le dire. Et le deuxième point, c'est quand vous êtes en contexte de crise, en contexte de tension, de profonde... Enfin, et on voit que la transition écologique, au-delà de... ça bouleverse les équilibres. On est dans un contexte de situation économique, sanitaire extrêmement compliqué. Et donc, le réflexe pour tout le monde, c'est je me replie, je me concentre sur ce que j'ai à faire demain. La prospective, c'est moins naturel. Quels sont, selon vous, les leviers pour favoriser Là où on a retrouvé, c'est le sens. C'est la prise de conscience par ces acteurs que seuls, ils n'y arriveraient pas, qu'on pouvait tout seul aller voir l'APEC, Pôle emploi en disant « je suis le plus grand énergéticien, mais je voudrais tel diplôme », ça ne marche pas. Donc l'important, le constat aussi, et on l'a vu sur les métiers en tension, on cherche tous les mêmes profils. Donc on a les mêmes enjeux pour réussir la transition écologique, on recrute les mêmes diplômés, on a les mêmes enjeux de féminisation de nos métiers, les mêmes enjeux de diversité et d'inclusion. Et donc c'est à plusieurs. Et c'est cette prise de conscience qui a fait qu'on a eu l'accord, d'aller travailler ensemble. Et vous me disiez d'ailleurs, en préparant cette séquence, que ce qui était aussi important, c'est d'impliquer des territoires, et c'était important d'avoir aussi des directs dans certaines régions, un certain nombre d'acteurs qui permettaient à la fois d'amplifier la démarche, de l'illustrer et peut-être de ramener d'autres informations qui peuvent compléter la démarche nationale. Exactement. Quand on est parti, dans le facteur clé de succès, c'est quand même des hommes et des femmes. Enfin, c'est trouver ceux qui ont un peu une vision collective, envie de travailler ensemble. On n'a pas voulu faire une étude de Parisien pour Parisien parce qu'on était convaincus que c'est quand même sur les territoires, les problématiques d'emploi et de compétences, c'est des problématiques de bassin d'emploi. Et donc, ce n'est pas de Paris qu'on pouvait les résoudre. Et donc, on a veillé à travailler avec 3 régions. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Industrie Méditerranée. La région Bretagne, où c'est EDF qui était un peu en lead, en accompagnement des autres partenaires, parce que ça a toujours été collectif. Et puis la région Hauts-de-France avec Enedis. Et en fait, ce qu'on a fait, et ce qui est salué aujourd'hui, c'est définir une méthode au niveau national. Et ce qui nous a guidés, c'est que cette boîte à outils, ce constat, il soit ensuite mis aux mains des régions au sens les partenaires de la démarche, plus les acteurs qui souhaiteraient s'associer à nous. Et les directs ont effectivement été très présentes. Elles ont été de tous les comités de pilotage, les régions également. Et du coup, elles nous ont aussi challengés en région. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si c'est qu'en fait, quand je vous disais que nous, on dit 600 000 emplois
aujourd'hui à la maille nationale. Sur la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils se sont rendus compte, ils sont 51 000 aujourd'hui. La filière électrique, c'est 51 000 emplois dans cette région. Ce qui nous a, je pense qu'on a été nombreux à être surpris. Et les 23 métiers en tension, eux, en ont 41. Et c'est ça qui est intéressant de croiser national et région, c'est que quand vous réfléchissez à des métiers en tension, on est entre soi. À la maille d'un territoire, vous êtes entre soi, entre vous, mais vous avez aussi les autres secteurs, l'aéronautique, l'automobile, qui cherchent les mêmes compétences que vous. Ce qui explique, eux, la région a plutôt 41 métiers en tension. Christophe Lepage, comment vous appréhendez cette maille du territoire au niveau du CNFPT? Alors nous, on a effectivement aussi cette approche territoriale parce qu'elle est multipartenariale. Le fait d'aller sur les territoires, de fait, dans notre méthodologie, on intègre ces partenariats. Donc on a mené entre 2017 et 2020 une étude sur les emplois, les métiers territoriaux à l'échelle de chacune des régions. Donc 2 études statistiques, une étude sur les métiers, les emplois, et puis une étude sur les politiques RH, les attentes des DRH en matière d'évolution professionnelle. Et on a mis autour de la table les centres de gestion, les OPCO, les collectivités elles-mêmes. Et donc, c'est un prétexte méthodologique qui nous permet d'élargir, de partager. En faisant le choix de 4 régions différentes chaque année. C'est ça. Ce qui vous permet en 3-4 ans de faire le tour de France et après de consolider les résultats au niveau national et d'avoir aussi cette vision nationale. Et à mon avis, le deuxième levier, c'est d'aller au-delà de ce partenariat pour produire l'étude, mais c'est de valoriser et d'exploiter l'étude. Et là, il y a tout un travail de valorisation à faire auprès des collectivités territoriales. Ces études peuvent évidemment les aider à réaliser leur plan formation, à faire leur GPEC. Donc il y a tous des usages à multiplier auprès de chacun des partenaires, valoriser la production de ces études et ne pas en rester simplement à un pilotage, j'allais dire, purement institutionnel. Alors justement, dans les outils pour promouvoir ces études, parce qu'il y a finalement beaucoup d'initiatives qui sont prises mais qui ne sont pas forcément connues, quels sont selon vous les leviers, les outils les plus efficaces ? Alors, il y a des outils classiques de partenariat. Par exemple, on fait des formations interfonctions publiques. Ça, c'est nouveau avec l'Agence française pour la biodiversité. On a mené des formations qui s'adressent à la fois aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'État. Un autre levier, c'est le développement d'événementiels. Donc, on a fait aussi des séminaires, des webconférences. On a fait un séminaire en fin d'année dernière. On a fait une journée d'actualité, des assises sur la transition agroécologique et sur l'alimentation durable, fin 2019. Donc, au travers de certains événementiels, on peut fédérer un certain nombre d'acteurs et puis engager des nouveaux partenariats. Donc, et puis aussi, c'est le format de notre offre de services, de nos formations. On est aujourd'hui aussi à la transition numérique. On ne peut pas ne pas parler non plus de la transition numérique. Et des conférences comme aujourd'hui, sur des formats courts, ça permet aussi de valoriser ces études, de partager de la donnée, de partager de l'information. J'ai une question pour vous, Christophe Lepage, de Bénédicte, qui nous dit « Les études du CNFPT, si elles sont uniquement en remontée d'informations du terrain, ne se positionnent donc pas en anticipation des besoins en compétences, en termes de prospective des besoins, par rapport à la mise en place des politiques publiques ?» Alors si, tout à fait, puisque quand je parlais des études sectorielles, c'est bien identifier des besoins de professionnalisation à l'avenir, pour anticiper les formations dont vont avoir besoin les fonctionnaires territoriaux. Et c'est sur la base de ces études qu'on va actualiser notre offre de services et de formation sur les contenus, notamment, et aussi sur les modalités. Et puis, c'est un dernier type, une dernière approche. On a parlé sectorielle, territoriale. On en parlera peut-être tout à l'heure. On a aussi des études vraiment prospectives. Alors là, c'est une toute autre méthodologie avec beaucoup de moyens. On fait aussi des études prospectives, alors plutôt sur la transition numérique aujourd'hui, mais pourquoi pas demain sur la transition écologique. Ça pourrait être transposé. Alors, vous parliez du volet formation. Vous identifiez parfois de nouveaux besoins qui peuvent donner lieu à de nouvelles formations, mais vous constatez parfois que l'offre de formation est en avance sur la demande. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une formation qui est proposée que les acteurs s'en saisissent. Absolument, c'est-à-dire qu'on a des demandes qui ne sont pas toujours un degré de précision tel. Voilà. Et parfois, on a tendance, lorsqu'on ne s'appuie pas sur cette approche croisée, à proposer des offres génériques, par exemple sur la transition écologique, qui ne remportent pas de succès. Parce que soit l'offre est en avance, on pourrait citer bien d'autres formations sur la demande, soit elle est trop générique,
trop généraliste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. et elle ne va pas ramener un public important. Alors, si on prend un parallèle, par exemple, avec le thème de la mixité ou de l'égalité en entreprise, on voit que ce type de formation-là n'a pas, ou sur les RPS, par exemple, les risques psychosociaux, n'a pas toujours énormément de succès. Alors, certaines entreprises choisissent plutôt d'intégrer ces formations dans des modules managériaux, par exemple, de formation managériale. Est-ce que, si on fait ce parallèle-là, ça veut dire que sur des formations que vous pouvez proposer, l'efficacité, elle est plus dans des modules complémentaires inscrits dans un parcours plutôt que dans une offre marketée transition écologique? Sur ce type de transition, je pense que oui. Je pense qu'il faut infuser d'abord la formation initiale, des modules en formation initiale, parce que c'est quand même des questions stratégiques. Et après, pour le reste, on a certainement intérêt à infuser dans l'ensemble de l'offre de services de l'établissement, plutôt que d'avoir des formations trop génériques, où on va avoir des publics très larges, mais pas forcément positionnés correctement par rapport à leurs attentes. Alors, pour prolonger ces discussions, Elisa Bralé, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez donc ajouté des questionnements à votre baromètre emploi-formation, des questionnements qui ont permis d'identifier les entreprises impactées et les métiers impactés. Mais vous avez aussi exploité votre base de formation financée par l'OPCO, par Uniformation, pour voir quelles étaient l'offre de formation, les actions de formation en lien avec la transition écologique. Quels sont les résultats de cette analyse ? Alors oui, tout à fait. On a eu cette démarche en parallèle d'essayer à partir des matériaux qu'on peut avoir, en tout cas au sein de l'OPCO, dès lors qu'une structure fait appel à un financement évidemment de l'OPCO, essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en termes de formation. Donc on a regardé à partir d'une liste de mots-clés et puis à la fois une liste de métiers, qu'est-ce qui pouvait un peu se passer. Et donc sur 2 années, 2017 et 2018, on a fait ressortir comme ça 4000 départs en formation, donc, ce qui certes aussi peut représenter au global à peine une part assez minime en tout cas de nos départs en formation, mais qui quand même est significatif pour pouvoir se dire que là quelque chose se joue. Dans l'intitulé de la formation. Alors voilà, soit des mots-clés mots-clés à partir de l'intitulé, parce qu'on ne peut pas aller, nous, faire une recherche dans les contenus des programmes qu'on ne va pas avoir aujourd'hui en recherche textuelle, mais l'intitulé des formations, donc à partir de mots-clés, ou les formats codes, donc la nomenclature utilisée pour classer l'ensemble des thématiques de formation, et également liste de métiers dont on s'est dit là, ceux-là sont impactés, donc essayons de regarder un peu ce qu'ils font aussi en termes de formation. Donc 4000 départs en formation spécifiquement après identifiés autour de la transition écologique, à peu près 1,5 million engagés annuellement, donc voilà, ce qui aussi est intéressant à regarder. Beaucoup des formations activées par des structures de petite taille, de moins de 50 salariés, majoritairement, 55% des formations sont faites dans des structures de petite taille. Après, on part plutôt sur des structures de grande taille, de plus de 300 salariés, donc qui vont être sinon les plus demandeurs. Dans les formations les plus récurrentes ? Voilà, dans les formations les plus récurrentes, je vais venir sur les thématiques. Alors des parcours de formation plutôt courts, puisqu'on a une moyenne de 21 heures de formation, donc on est sur 3 jours de formation. Donc on sent bien qu'on est plutôt dans une dynamique de complément et pas dans une dynamique, j'ai à peine 2% de formation longue qui pourrait être certifiante. Je n'ai pas fait cette recherche, mais donc on sent bien qu'on est vraiment sur des compléments apportés à des postes existants. Et si on regarde d'ailleurs un petit peu plus en effet les contenus, on a 19% des formations qui sont sur des sujets liés à la mise aux normes donc, du patrimoine bâti, à l'amélioration aussi donc, énergétique des bâtiments, des logements, en fonction évidemment du secteur, de la réhabilitation, voire qui vont un petit peu plus loin sur l'éco-construction ou les bâtiments à énergie positive, etc., donc qui permettent d'aller un peu plus loin. 18% des formations sur tout ce qui est éducation au développement durable, comportement éco-citoyen, éco-gestes, lutte contre le gaspillage, je l'évoquais un petit peu avant. Ensuite, toute une partie de formation, 13% sur la gestion des déchets. Donc là, on va être sur le réemploi, la valorisation, le tri au niveau de ces enjeux-là. Et puis après, dans une moindre mesure, tout ce qui peut être lié à la consommation d'énergie, à la précarité énergétique, puisqu'on a aussi beaucoup d'accompagnement de personnes ou de locataires au sein donc, par exemple des bailleurs sociaux, ou même de tout ce qui va être après
hébergement dans des foyers de jeunes travailleurs, tout ce qui va être lié à l'aménagement du territoire, aux travaux paysagers, à la gestion durable d'espaces verts. Donc maintenant, on voit dans les intitulés qu'on gestion d'espaces verts se rajoute des termes comme gestion durable d'espaces verts et évidemment tout ce qui est lié au nettoyage écologique. Donc on a là toute une palette en tout cas d'intitulés de formation qui nous amène finalement à rejoindre les constats faits dans le cadre de notre baromètre et qui ont été dits précédemment. On va surtout être sur des métiers existants qui nécessitent une compétence supplémentaire, donc avec des formations plutôt courtes derrière, sur la transition écologique, qui vont d'ailleurs être ces métiers dans une dynamique positive d'emploi, généralement, soit en évolution, soit en tout cas en maintien dans l'emploi, mais qui sont en termes de mutation confrontés à fortement des enjeux liés donc à l'évolution des réglementations, ça a été dit, mais aussi l'évolution de la demande des usagers et de l'opinion publique, puisque nous, on va être très impactés, enfin, bon, comme tous les autres secteurs évidemment par ça, et l'évolution aussi de la demande des financeurs et des commanditaires, notamment des collectivités, qui vont mettre cette transition écologique en transversale de toutes les actions qu'elles vont financer ou qu'elles vont accompagner avec des associations coopératives ou mutuelles que nous couvrons. Avec éventuellement la question des clauses environnementales qui pourraient s'ajouter aux clauses sociales, mais c'est peut-être un autre débat, mais en tout cas ça pose la question du positionnement des politiques publiques. Catherine Mundubels, je vous voyais réagir tout à l'heure, et aussi par rapport à la question de mais on en fait quoi et en quoi ça aide à être en anticipation des besoins en compétences, toutes ces démarches. Dans ce que vous évoquez, il y avait un point qui est important quand on est plusieurs. L'enjeu, c'est optimiser et mutualiser. Et en fait, c'est aujourd'hui, nous n'avons plus le temps ni les ressources de chacun travailler notre offre de formation. Il y a effectivement la difficulté de trouver le bon moment avec l'offre de formation adaptée à la taille de l'entreprise, à des métiers qui sont génériques. Alors, moi, je crains que nous ne soyons pas en avance sur notre offre de formation. Et en revanche, on retrouve aussi la question, quand on est dans une filière qui est très technique, le sujet, c'est on a à former sur ces fondamentaux techniques, avec des fois des temps de formation, en particulier dans le système électrique ou nucléaire, qui sont très longs. Et pour autant, la formation, conduite de projet, savoir-être qu'on évoquait, elles sont aussi à ajouter. Et donc la difficulté à laquelle nous sommes beaucoup à être confrontés aujourd'hui, c'est sécuriser la compétence d'un cœur de métier qui reste d'actualité et préparer demain. Et donc par rapport à la question, c'est qu'un constat, c'est un diagnostic, mais on l'a sorti de préconisation, c'est-à-dire qu'ensemble, on s'est dit, bon, puisqu'on fait ces mêmes constats de difficultés, avec une offre de formation initiale ou continue qui ne correspond pas toujours tout à fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, vous verrez, c'est déjà sur nos sites, mais lundi, l'étude sera complète. Dans nos 23 préconisations, on est par exemple sur l'attractivité. Quand vous avez un diplôme qui ne correspond pas tout à fait, le bac Promélec qui a été retravaillé avec tout le respect, la manière dont il a été retravaillé, nous on a une petite frustration, c'est sur la compétence technique. On trouve que du coup, quand on sort, on ne s'y retrouve pas sur nos fondamentaux techniques. Et donc on se dit, tiens, peut-être qu'à plusieurs, on pourrait travailler un module de formation complémentaire. On n'a pas pour ambition de revisiter tous les diplômes de l'éducation nationale, ça serait peine perdue et puis pas notre métier. En revanche, de travailler à des modules complémentaires. Et c'est là que l'entreprise... Oui, c'est là que l'entreprise peut intervenir. Mais alors, juste avant de parler de la place de l'entreprise, ça suppose sur l'électricité, par exemple, un travail entre branches et aussi entre OPCO, parce que la filière électrique est très présente dans l'industrie, au sein d'OPCO 2i. Et ça, vous avez commencé à poser les bases d'un travail inter-OPCO et inter-branche pour construire une offre mutualisée. Notre prochaine étape, c'est là où on publie l'étude lundi, c'est d'aller chercher les OPCO qui demain, et les branches professionnelles qui demain pourraient nous accompagner. L'industrie a fait des certificats, il y a des CQP qui sont hyper intéressants qu'on pourrait peut-être partager. À l'inverse, au sein de Constructis, il y a des modules de formation. Nos amis de la FFIE et du CERS ont travaillé sur des modules qui sont digitaux pendant la crise que nous sommes en train de vivre, mais au printemps dernier. Des modules courts à destination de PME-TPE, mais voilà, l'idée c'est partageons ce qu'on a réussi à faire et regardons ce qu'on peut faire ensemble demain. Alors, sur la question de l'entreprise, bien sûr, les entreprises sont présentes au sein des branches, élisent un certain nombre de mandataires, de porteurs de mandats qui sont présents d'ailleurs au sein des OPCO. Mais comment, selon vous, favoriser, à partir de ce travail de filière, une appropriation par les branches dans lesquelles existe la GPEC, mais c'est les entreprises de 250 salariés et plus, et deuxièmement,
On sait que parfois les exercices de GPEC sont des exercices un peu figés, pas forcément actualisés, avec beaucoup de boîtes à outils, mais avec un volet anticipation qui n'est pas toujours là. Déjà, la place de l'entreprise, l'étude que nous avons menée, l'EDEC, elle est avec les entreprises. Enfin, c'est un EDEC qui a été fait, tous les entretiens, les ateliers, des salariés, des managers, des partenaires sociaux ont été partie prenante à la démarche. Un EDEC, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en espace clos entre fédérations professionnelles. Donc, c'est un travail collectif associant les entreprises. Quand on dit les entreprises, il faut avoir en tête qu'on va du grand groupe de 130 000 personnes en France avec une présence à l'international à ces 40% de PME dans une filière de 600. Donc, ça fait du monde. Et en fait, c'est en lien avec elles qu'on travaille. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que ce n'est pas une entreprise qui va aller dire « Ah, mais moi, j'ai besoin de ce module ». Enfin, certains grands groupes travaillent une offre de formation à la main. Mais ce qu'on propose et ce qu'on envisage de travailler demain, c'est une communication de filière sur quels sont les métiers sur lesquels nous recrutons. Les fiches métiers que nous avons réalisées, là, les 11 fiches métiers, elles sont à destination des PME-TPE. Une PME-TPE qui recrute, elle n'a pas le temps de faire sa fiche. Donc, elle pourra récupérer un support qu'elle ira compléter quand il ira voir Pôle emploi ou l'APEC. Et puis, les modules de formation, l'idée, c'est de créer des choses qui n'existent pas pour eux. Si je prends l'exemple de la cybersécurité, beaucoup de grands groupes travaillent sur cette compétence stratégique qui est la cybersécurité. En région Bretagne, Bretagne Développement Innovation, EDF et nos partenaires dans le CERS, la FFIE, Ignes, Gimelec, ont travaillé sur quelles sont les compétences clés de la cybersécurité. Et la question que se posent les entreprises, est-ce que c'est un métier la cybersécurité? Et donc on le voit pour l'ingénieur cybersécurité, mais est-ce que ce n'est pas surtout une compétence qu'on devrait tous avoir quand on travaille dans la filière électrique? Et une des préconisations, c'est montant une action de sensibilisation sur la cybersécurité qui pourrait être portée par la filière, les OPCO, qui serait un livrable à disposition directe des entreprises. Une question à vous relayer de Marjorie. Où pourrait-on centraliser, consolider ces pratiques très intéressantes à destination des entreprises et de certaines branches professionnelles? Question posée à vous, représentante d'une organisation professionnelle. Alors, pour les entreprises qui sont adhérentes de la branche, elles les retrouvent auprès de leur fédération patronale, elles les retrouvent au sein de l'OPCO. Chaque branche a déjà un observatoire des métiers et des compétences où sont ses études. Un OPCO aura cette vision centralisée des différentes démarches qui sont menées. Dans nos partenaires, moi je suis assez épatée par la qualité de la relation avec la DGFP. C'est très clairement... un appui méthodologique fort. Autre question de Geneviève, la bonne échelle d'anticipation est-elle donc plutôt le niveau de la filière? Comme précisé par vous, les dirigeants de TPE-PME n'ont pas le temps d'anticiper car très pris par l'urgence des situations de gestion. Il y a presque deux questions. Il y a celle de l'échelon temps quand on fait de la prospective. Nous, très clairement, on a retenu 2030. Beaucoup d'études existent à 2050 et je pense qu'intellectuellement, c'est séduisant et c'est important. Mais comme on voulait être sur l'emploi avec une crédibilité, un pragmatisme, nous, on a pris 2030 et puis on a travaillé sur la PPE aussi. Donc, c'était en échéance, en se mettant dans pas trop loin. Horizon 10 ans. Et donc, sur la bonne échelle d'anticipation, le niveau de la filière? Alors, moi, je pense que la filière, elle est stratégique parce qu'elle donne une vision globale. En revanche, pour travailler vraiment avec des acteurs, les moyens, les financements, c'est le rôle d'une branche professionnelle, de l'OPCO et de l'entreprise derrière. Même si ça peut impliquer plusieurs OPCO, comme on l'a vu mais c'est vrai sur que certaines formations. La filière permet d'avoir une offre globale qui fait défaut, qui pour moi est majeure, mais le travail, il se fait... on a besoin des différents échelons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elisa Bralé, sur ce niveau d'anticipation cohérent, selon vous? Je pense qu'il faut un peu jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que nous, alors certes en étant OPCO, on a à la fois un rôle d'accompagnement de nos branches professionnelles sur ces sujets, donc avec aussi, vous l'avez entendu, finalement un rôle qu'on prend de mutualisation du sujet. C'est-à-dire que certes, il y a certaines branches peut-être plus impactées ou plus en avance qui vont partir sur l'évaluation des impacts, mais notre rôle, c'est aussi de faire en sorte qu'on évalue l'impact de cette transition écologique pour l'ensemble, d'où ces deux outils, baromètre et formation
qui ont été analysées et d'ailleurs qui nous permettent aussi de travailler avec d'autres acteurs, parce que je pense que c'est intéressant là, de voir converger un peu nos analyses, mais surtout de le travailler en interacteur, ce qu'on a, je pense, tous fait, soit dans le cadre d'EDEX, soit aussi avec le Commissariat général au développement durable, l'ONEMEV et France Stratégie d'ailleurs, dans le cadre du réseau emploi compétences. Et le deuxième niveau d'intervention, ça va être un niveau plus qu'on a, nous, d'accompagnement après de projets d'entreprise. Donc ce qui nous permet d'analyser derrière les projets de formation. Et donc là, cet accompagnement-là, il peut se mettre en place au travers de projets de branche au niveau national qui vont peut-être construire une offre de formation collective. Par exemple, autour, si je prends la branche de l'animation, autour justement de l'éducation au développement durable et à l'environnement dans tous les accueils de loisirs, mais aussi à l'accompagnement de projets sur le territoire. Et c'est là où on retrouve le lien avec l'entreprise. Alors, juste sur cette action collective nationale que vous venez de citer, donc la démarche d'observation que vous avez faite vous permet aujourd'hui de proposer aux branches de s'en saisir. La branche de l'animation a saisi ça pour mettre en place, donc au niveau de sa CPNE, cette instance de branche, une action collective nationale. Une action collective nationale, c'est une action prioritaire financée par l'OPCO et dont peuvent se saisir toutes les entreprises, qui est inscrite au catalogue avec des prestataires déjà prédésignés. Voilà, tout à fait. Donc, sauf que là, pour le coup, l'offre de la branche d'animation préexistait à notre analyse, puisque eux, justement, étaient précurseurs sur ce volet, comme d'autres branches peuvent l'être. Et notre but, c'est plutôt de voir les impacts sur les autres branches et peut-être que se dire que cette thématique est commune à d'autres branches et là, d'essayer, en plus de ça, de la mutualiser en termes d'offres de formation. Mais tout à fait, ça peut être une des réponses d'avoir une offre de formation un peu clé en main pour les structures, notamment les plus petites structures qui sont souvent notre cible en termes d'accompagnement, les TPE-PME, et leur permettre de, entre guillemets, définir comment avancer sur cette thématique. Il y a une petite question que je vous relais. Comment organiser une cohérence d'ensemble des études réalisées par les acteurs de l'emploi et de la formation sur la transition écologique? Cette question revient souvent, de où est-ce qu'on peut trouver les ressources, les liens, etc. Parce qu'on voit que ça foisonne, mais que c'est compliqué de s'y retrouver. C'est ce que je disais, c'est là où c'est important d'essayer de nous concerter aussi sur ces méthodes, surtout sur des sujets un peu à défricher. Ça fait que 3-4 ans qu'on est vraiment sur les enjeux de la transition écologique, comme avant on a pu être sur la question de la transition numérique. Donc je pense que c'est important de se concerter, d'avoir les retours des travaux faits par Pôle emploi, comme ceux de l'APEC, ceux de nos différents OPCO ou institutions. Je le disais, on a aussi des acteurs comme l'ONEMEV et le Commissariat général au développement durable qui sont, en tout cas moi c'est évident, des acteurs ressources sur cette question pour essayer un peu de centraliser peut-être les démarches, les questionnements et ce qui a fonctionné chez les uns et les autres pour essayer d'avoir après une sorte de grille d'observation commune. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à consolider ce que les uns et les autres font pour essayer justement de se dire, alors maintenant si on continue à observer, on va regarder ça et ça peut-être prioritairement parce qu'on voit qu'il y a des évolutions prioritaires peut-être sur certaines filières ou sur certains types de compétences et que c'est ça qu'on va peut-être un petit peu plus après orienter. Nous, c'est ce qui nous... En tout cas, c'est notre étape suivante. On a été plutôt sur une observation globale. Maintenant, ce serait bien d'aller un petit peu plus sur les compétences exactes attendues. Christophe Lepage, sur cette question de comment organiser une cohérence d'ensemble des études réalisées par les acteurs de emploi-formation. Oui, ça passe par du partage d'informations, de l'échange, ce qu'on commence à faire. Les échanges au sein de l'ONEMEV sont à cet égard une étape de plus, en tout cas pour le CNFPT. Et je pense qu'effectivement, on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Parce que dans nos méthodologies, on associe un maximum d'acteurs et de partenaires, mais dans la conception, la production et la valorisation de nos études, on n'en est pas encore souvent à ce stade-là. On pourrait faire mieux, je pense, en termes d'association, en pensant évidemment aux acteurs privés, aux acteurs publics, aux 3 branches de la fonction publique, État, territorial, hospitalière. Je crois que là, il y a des marges de progrès. C'est peut-être l'intérêt d'ailleurs d'une démarche filière, en fait, c'est qu'on ne s'est pas concentré. Moi, par exemple, nous, on est système électrique, mais quand vous faites une démarche filière, on était système électrique, bâtiment, industrie, infrastructure et mobilité. Et donc, du coup, vous avez une méthodologie
qui est construite, partagée, et dans l'importance aussi de l'articulation nationale-région, c'est qu'en fait, cette méthodologie, elle est commune. Et c'est vrai que ce qui guide une filière, moi je pense que dans nos rôles respectifs, de filière ou de branche, c'est une méthodologie commune qu'on met en main derrière aux acteurs. Plus on travaille une méthodologie commune, plus on gagne tous du temps, de l'argent, et plus on sera efficace. On a vu les impacts, on a commencé à voir les impacts sur la formation et une prochaine webconférence thématique y sera consacrée. En matière de transition également, toutes ces études peuvent servir d'appui. C'est le cas notamment dans votre secteur, dans la filière électrique, sur la fermeture des centrales charbon qui peut générer aussi, un exemple typique dans les industries électriques et gazières, qui peut générer la construction de transitions professionnelles, de passerelles entre métiers. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, on va créer des emplois, mais les deux études, tant APEC que Pôle emploi, insistaient sur le fait qu'on transforme surtout des emplois. Donc une des premières conséquences de la loi de transition écologique et de la loi climat de novembre 2019, c'est la fermeture des 40 centrales en France, qui sont aujourd'hui encore en exploitation d'ici mars 2022. Et donc, du coup, en fonction de la taille de l'opérateur, quand vous avez une centrale qui emploie entre 100 et 150 personnes et que la centrale doit fermer d'ici mars 2022, se pose la question, effectivement, des passerelles. Donc, on a des territoires aujourd'hui, je pense notamment au territoire de l'Est, où des pouvoirs publics, des directs, sont mobilisés auprès des acteurs concernés. Donc, c'est l'entreprise, le groupe qui est concerné en lien avec des entreprises du territoire. Et dès aujourd'hui, certains commencent à anticiper en disant une centrale charbon, quel type d'activité on trouve dans une centrale charbon. On retrouve l'idée de bassin d'emploi, parce qu'un salarié privé d'emploi va d'abord regarder dans son bassin d'emploi, parce que les modes de vie ont évolué aujourd'hui. En général, on travaille à deux, enfin, en tout cas de plus en plus souvent on travaille en deux dans un couple. Et donc du coup, qu'est-ce qui est possible en fonction des compétences? Donc un rondier, un chef de bloc, un chef d'exploitation, qu'est-ce que ça fait au quotidien? Qu'est-ce que ça a comme bagage de formation initiale, d'expérience professionnelle? Et qu'est-ce que ça peut faire demain? C'est ces sujets-là qu'il faut qu'on instruise en fait pour accompagner et sécuriser les parcours professionnels. Christophe Lepage, très court. Juste par rapport à ce point-là, on a développé un outil proximité métier avec le répertoire des métiers territoriaux et qui peut être utile en cas de transition professionnelle, c'est-à-dire que vous entrez par un métier et on vous donne à lire des métiers en proximité courte ou envisageable en comparant les activités exercées. Et ça peut être un outil de construction de parcours professionnel, notamment dans ces situations de transition professionnelle. Alors on a plusieurs interventions, notamment Héloïse qui nous dit « Si on fait le parallèle avec la transition numérique, toutes ces études pourraient-elles aboutir à une liste de compétences de base de la transition écologique ?» Laura nous demande « Est-il prévu d'avoir un panorama global et transverse des métiers de la transition dont les conseillers Pôle emploi et APEC pourraient se saisir prochainement ? Ou est-ce qu'on reste pour le moment sur de la prospective théorique ?» Sophie Margontier de l'Observatoire national des métiers verts nous dit, insiste sur le rôle de l'ONEMEV précisément dans la centralisation, capitalisation de toutes les ressources sur ces questions. Il y a des travaux à venir sur la question. J'aimerais pour clôturer cette séquence qu'on aborde un dernier volet, une dernière illustration, Elisa Bralé, sur aussi la manière dont toutes ces études peuvent aider à mener des actions concrètes sur les territoires, parce qu'il y a aussi le volet d'expérimentation et d'accompagnement, et vous avez un ou deux exemples à nous proposer. Oui, tout à fait. J'évoquais donc à la fois les démarches d'action collective nationale qui pouvaient être mises en place au travers de catalogues nationaux, mais on a aussi un rôle d'accompagnement dans les territoires des structures par rapport à leurs besoins emploi-formation, et notamment donc nos conseillers emploi-formation qui sont leurs interlocuteurs privilégiés pour monter des projets. Donc là aussi, on essaie de faire un peu ce recueil et en même temps d'accompagner des expérimentations. J'en pense à une plus particulièrement, puisque ça a été évoqué, la difficulté à trouver finalement sur le marché du travail des personnes qui vont avoir ces doubles ou triples ou quadruples compétences, évidemment on peut aller loin, et notamment je pense à une structure en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été accompagnée par notre délégation régionale pour faire face donc à une problématique de recrutement.
pour avoir un profil à la fois d'animateur auprès de jeunes publics, mais en même temps d'animateur environnement, et notamment dans un contexte là lié au littoral et au milieu marin. Donc ils avaient la compétence d'animation, mais pas celle d'environnement. Voilà, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on trouve à la fois des personnes qui ont l'une ou l'autre des compétences, mais pas les deux. Donc une vraie problématique pour la structure, qui donc s'est posé la question de la meilleure stratégie, et là a sollicité l'OPCO pour après l'accompagner dans la mise en place d'un parcours en effet de formation. La meilleure stratégie, de pouvoir partir plutôt sur la compétence exigée, à savoir celle liée à l'environnement, et via, alors là pour le coup une action assez innovante de formation en situation de travail, faire monter en compétence la personne sur de l'animation jeune public, donc à partir de l'ensemble des mises en situation que peut avoir la structure et des modes d'intervention. Donc ce qui permet, par rapport à une offre de formation qui n'existait pas et à des profils sur le marché du travail qu'il n'y a pas, d'aller chercher donc cette double compétence pour répondre donc à un besoin pour le coup de territoire. Donc ça, c'est des expérimentations que nous on essaie évidemment de capitaliser. On en a d'autres aussi sur la mise en place, par exemple, d'éco-crèches. Donc là, on est loin du secteur de l'industrie, mais c'est aussi une vraie problématique. Aujourd'hui, les attentes, comme on disait, des usagers, donc là, des parents, et évidemment, dans l'accompagnement, le soin, l'alimentation, l'hygiène, enfin voilà, tout ce qui peut être lié à la prise en charge aussi du jeune enfant. Comment intégrer les compétences liées du coup à la prise en compte de l'ensemble des impacts écologiques, et donc comment accompagner aussi la structure à développer les compétences de l'ensemble de ses salariés qui ont un rôle à jouer évidemment dans cette transition écologique. Donc c'est ces exemples de terrain qu'on accompagne également et qui nous permettent aussi de faire un peu cas d'école pour pouvoir après les essaimer, ou en tout cas expérimenter les meilleurs parcours. Évidemment, ce sera après du sur-mesure pour chaque structure, mais les meilleurs parcours de formation qui permettront de sécuriser les emplois et en même temps les activités des structures. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir alterné à la fois l'évocation des enjeux globaux en lien avec les questions pertinentes que nous ont posées les 400 internautes connectés, et également voilà, les illustrations pratiques, les cas pratiques. Merci beaucoup, il est 16h04, il est temps de conclure cette webconférence, et vous le voyez s'afficher à l'écran, le programme des 3 prochaine webconférence thématique, et la prochaine le 4 novembre entre 9h30 et 11h, ce sera le matin. Quelle prise en compte de la transition écologique dans l'offre de formation, quelle nouvelle offre, quels ajustements, avec quels acteurs construire cette offre, comment la promouvoir, quelles initiatives ont été déjà prises, on verra tout ça le 4 novembre entre 9h30 et 11h. Merci à tous, bonne fin d'après-midi, au revoir.